Bonjour Olivier Saint-Vincent, Bonjour. merci d'avoir accepté cette entrevue avec nous, nicomac.fr. Merci à vous. Habituellement, c'est dans l'autre sens. Aujourd'hui, nous allons parler de votre nouveau livre, Socrate, mon frère, mon ennemi. Mhm. Ici à Nicomac, nous aimons bien nous focaliser sur la provocation de la philosophie. Et ce qui m'a vraiment choqué dans votre livre, c'est sa taille. Donc, ce livre est long de Mhm. 100 pages, écrit en gros, en police 14, et avec une édition Kinoscript, totalement inconnue. Alors je comprends que vous voulez vous moquer des philosophes, mais là vous vous moquez du monde. Donc, en gros, vous êtes en train de dire que mon livre est écrit gros et. Ouais. Non, mais d'accord. D'accord. C'est une manière originale de commencer l'entretien. Mais je le prends. Donc, euh, je vous explique. C'est super simple. J'ai décidé d'auto-éditer ce livre parce que j'estime que la plupart du temps, j'ai jamais gagné d'argent avec les livres. Donc, on va être très clair. Euh, les éditeurs prennent 5%, enfin les éditeurs te donnent 5%. Donc si tu vends pas 100 000 ou 200 000 livres par an, ça sert à rien ça sert à rien d'écrire. Tout le reste, 95% du livre, il part dans le distributeur. Donc c'est l'idée. J'ai essayé Amazon et pour publier Amazon, il faut minimum 100 pages. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à faire un livre de 100 pages écrit gros en police. Pour répondre sincèrement à la question, enfin de manière plus sérieuse, je pense pas qu'un livre euh, ait une valeur en fonction du nombre de signes. Bon. Quand j'enseigne, et si mes élèves regardaient, ils me diraient bah non, mais t'es un menteur, tu nous fais écrire des dissertations de 2000 mots. Mais je pense pas que un roman, une œuvre d'art, je prétends pas avoir fait une œuvre d'art, mais un texte et un nombre de signes euh, demandés, requis. Donc voilà, j'ai écrit ce qui me semble être la juste mesure pour ce que j'avais à dire. Je veux pas parler plus que ce que j'ai à dire, donc voilà. Donc j'écris un livre qui normalement aurait dû faire 50 pages, mais il en fait 100 parce que je l'ai auto-édité. Donc vous soutenez que votre livre met en avant la qualité par rapport à la quantité, alors qu'il semble que dans ce livre la qualité n'est pas travaillée, puisque vous peignez 8 tableaux de Socrate, alors que ces tableaux ressemblent plutôt à des délires. Maintenant il est en train de me dire que ouais, le contenu c'est de la merde. Ok, je réponds. Alors, on va pas se fâcher. Euh, ces 8 petits tableaux n'ont aucune prétention universitaire. D'ailleurs, et je vous devance, il n'y a pas de bibliographie. Et je dois dire, j'en ai rien à foutre de la bibliographie. L'objectif de ce livre n'a pas été de se positionner comme l'ultime livre sur Socrate qui nous donnerait la vérité et la réalité de qui était réellement Socrate, fondé sur du grattage de pierre dans l'Attique et l'expurgation de manuscrits retrouvés dans les ruines d'Herculanum en Italie. C'est pas ça mon truc. Mon truc est de proposer une autre vision de Socrate qui soit à la fois romancée, d'ailleurs personne ne se plaindrait d'un roman historique sur Socrate, et, euh, et à la fois fondée sur une lecture, je dirais, authentique, proche, presque au premier degré, des textes comme le Criton, le Protagoras, et donc un ensemble de dialogues socratiques écrits par Platon. Donc, vous parlez de délire. Oui, si un roman est un délire, mais il s'agit donc d'une œuvre libre. Je n'ai pas de normes en fonction de l'université qui va me dire Olivier, il faut écrire 300 pages et puis il faut de la bibliographie, il faut citer ci, telle et telle personne. Je n'ai pas d'astreinte de l'université qui me dirait Olivier, il faut citer tel et tel auteur, il faut faire cette référence au professeur de Stanford qui vient de publier, etc. J'en ai rien à faire. Ce que je veux simplement, c'est prendre le texte authentique, Protagoras de Platon, prendre le texte authentique de Criton, prendre le banquet et dire qu'est-ce qui est dit dans le texte. Et on enlève les sédimentations universitaires qui sont venues polluer une lecture immédiate du texte. Donc votre texte, votre roman qui semble être Non, c'est pas un roman, c'est 8 petits tableaux. Bon, alors 8 délires si vous voulez, mais c'est pas un roman. C'est parfois fictif, et c'est parfois historique, et c'est parfois réflexif. la première aberration de votre texte,
c'est que vous prétendez, Socrate, être un sophiste. Ouais. Comment allez-vous expliquer cela? Ouais, ouais, alors je sais, mais on me le dit souvent, mais comment tu peux faire de Socrate un sophiste, lui qui est présenté par Platon et même par Xénophon comme le principal adversaire des sophistes? Eh bien, tout simplement en lisant les dialogues de Socrate. Les dialogues socratiques, pardon, par Platon. Si vous prenez le Protagoras sérieusement et que vous regardez sans se prendre la tête les types d'arguments que Socrate utilise à l'encontre de Protagoras, autrement dit, les types d'arguments que Platon met en scène, euh, émis par Socrate contre Protagoras, eh bien, vous avez ni plus ni moins qu'un sophiste. La plupart du temps, ce que Socrate va proposer, c'est des pièges rhétoriques qui sont tendus à Protagoras, ni plus ni moins. Et donc, la base, essentiellement, est la contradiction. Ah, mais tu avais dit, alors, en fait, tu viens de te contredire. Donc, tout ce que tu dis est faux. Mais la plupart du temps, il s'agit de jeux de rhétorique, de questions oratoires piégeuses, et une sorte d'amphibologie, une sorte de, euh, d'utilisation de figures de style à une fin purement, je dirais, agonistique, c'est-à-dire ce que veut Socrate, c'est gagner le combat des mots, ni plus ni moins. Donc ça, pour moi, c'est la définition du sophiste. Le sophiste n'est pas là pour démontrer la vérité, il est là pour avoir raison. Alors, il se trouve que la plupart des gens identifient avoir raison avec la vérité, puisque la plupart des gens pensent avoir raison et détenir la vérité. Mais c'est juste par un tour de magie, une précipitation qui fait que on pense que Socrate est un philosophe. Mais Socrate est un sophiste. Si les gens sont autour de lui, si les gens autour de lui, pardon, prennent une leçon de ce qu'il dit, la leçon c'est quoi? C'est le plus fort, c'est le plus malin, c'est le plus rusé qui va gagner. Et ça pour moi, c'est encore une fois, c'est une définition de la sophistique. Alors on me dirait la seule différence, c'est que Socrate n'est pas payant. Oui, Socrate ne se fait pas payer, bien sûr, mais est-ce que c'est pas un tour de passe-passe marketing dans un univers où finalement tous les sophistes se font payer? Imaginez une compagnie téléphonique qui arriverait sur le marché entre SFR, Bouygues et je sais pas quoi, et qui veut se faire connaître. Il commencerait par casser les prix. Est-ce que c'est certainement ce qu'a fait Socrate? Socrate arrive en disant, mais chez moi c'est gratuit. C'est un petit peu mon idée. Vous prétendez aussi que dans votre livre, si on lit bien, que Socrate est un égorgeur d'enfants. Attendez, j'ai pas dit égorgeur d'enfants, j'ai dit trancheur de gorge. Ce qui est différent. Enfin, peut-être que ça incluait les enfants, s'ils étaient en plein milieu de son passage, mais c'est différent. Alors là, vous allez voir que j'ai raison. Pourquoi? Parce que les profs d'université, généralement, font une lecture d'universitaire du texte de Platon, et je pense au banquet. Dans le banquet de Platon, il y a une succession d'allusions de Socrate à la guerre, notamment le siège de Potidée, qui est une bataille qu'Athènes a menée, contre Thèbes, et de Platée. Et donc ça faisait partie donc, de l'activité des citoyens d'Athènes d'aller se foutre sur la gueule à peu près tous les étés, mais Platon décrit le guerrier Socrate en disant il faisait peur aux autres. En gros, quand il vous regardait dans les yeux, il faisait peur. Alors soit on dit, bon, ça c'est une partie romancée, théâtralisée du banquet, soit on fait comme moi et on se dit, attends, 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 attends. 5e siècle avant Jésus-Christ, la guerre, ça se fait pas avec des écrans, des missiles ou des gaz, ça se fait avec des dagues, des lances et des glaives. Bon, donc c'est très simple. Si tu veux faire peur à quelqu'un, il faut en avoir égorgé deux trois pour que les autres ils disent, oula, attends, tu vois le barbu avec le petit ventre qui court vite, lui c'est un boucher. C'est tout simplement quelle est la réalité de la guerre au 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, tu peux lire David Victor Hanson, qui est prof à l'université de Texas, qui fait des reconstitutions avec des boucliers. Et tu te dis, bon, si Socrate a été à la guerre, et si Socrate a réellement provoqué une sorte d'admiration pour son courage et pour sa bravoure, alors ça veut dire que Socrate a tué des gens, ça veut dire
qu'il en a certainement égorgé, éventré, et tout ce qui va avec. Alors maintenant, je pense que la vraie question, elle serait de savoir qu'est-ce que ça vous apporte, ou qu'est-ce que ça t'apporte, Olivier, de déblatérer sur Socrate. Qu'est-ce qu'on s'en fout que Socrate égorgeait des gens? Ben, ça change tout. Ça change absolument tout. Si tu es le plus grand philosophe du bien, de la justice, de l'honnêteté, etc., et que d'un autre côté, tu as éventré des gens en leur tu vois, tu ouvres et tu sors les tripes, c'est quand même un paysage ou un portrait légèrement différent. On a un Socrate qui n'est ni gentil ni mauvais, mais qui est tout simplement tel qu'il est. C'est mon frère parce qu'il est gentil, et c'est mon ennemi parce que s'il est en face de moi, eh bien, je vais commencer à chier dans ma culotte et je vais partir en courant. Donc, trancheur de gorge, il l'a été certainement parce qu'il a fait la guerre au 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est important de le savoir parce que ça change la vision qu'on a sur cet homme qui n'est pas une sorte de Christ païen. C'est-à-dire, tu lui mets un coup de tête et puis il va te dire attends, tu m'as tapé sur cette joue, tu veux bien m'en mettre un autre ici? Non. Socrate, tu lui mets un coup de tête, il prend par derrière et, euh, et il te fait genre le film de le film de Quentin Tarantino avec le mec qui je sais plus lequel c'est, je crois que c'est dans Jared. Unchained, je sais plus. Django Unchained. Ouais, Django, merci Django Unchained. Oh là là. Donc vous allez même jusqu'à dire que Socrate est un collabo. Alors, peut-être vous pouvez être provocateur, mais là vous le poussez à un tel point que ça devient plus sérieux. Ouais, vous dites que c'est pas sérieux. Non mais, simplement, même méthode. Je prends les dates, je prends l'histoire, et je dis qu'est-ce qui s'est passé? Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a une guerre assez prononcée, hein, sans euphémisme, entre Sparte et Athènes. Donc Sparte va faire des blocus d'Athènes, ils vont essayer de les faire crever, la peste se déclare, Périclès en meurt, etc., etc. Donc la démocratie, entre guillemets, quand on lit un livre d'histoire, perd face au fascisme, face à l'oligarchie des Spartiates. Et donc on a tout d'abord un gouvernement, le gouvernement des 400, et puis ensuite la tyrannie des 30, qui sont deux régimes oligarchiques qui amènent à faire un truc qui rate jamais. Tu prends la liste des mecs qui étaient contre toi, toi qui étais collabo, et ensuite tu vas avec tes copains et tu les butes. C'est ce qu'ils ont fait. Donc tous les collabos athéniens, dont Critias, qui est l'oncle de Platon, le célèbre philosophe, tous ces gens eh bien, vont récupérer une partie du pouvoir et vont collaborer avec les Spartiates pour organiser une oligarchie à Athènes. Et là, tous les intellectuels ou des penseurs, Thémistocle et d'autres, j'en parle dans le livre, vont prendre la route, ils vont prendre le chemin de l'exil, comme c'était souvent le cas dans ce genre de conflit. Donc, comme je sais qu'ils m'ont mis sur une liste et que si je reste là, ils vont me descendre, je pars. Donc tous les intellectuels, je dirais, de gauche, tous les intellectuels démocrates, tous ceux qui étaient contre Sparte, s'en vont. Il y a un mec qui reste, c'est Socrate. Alors, deux choses. S'il était si engagé politiquement, eh bien, pourquoi n'a-t-il pas été tué par l'oligarchie, par la tyrannie des 30? Donc on peut dire, oui, mais il avait des contacts, etc. C'est souvent ce qu'on dit, Socrate, et même à un moment donné, il a ouvert sa gueule, il était là, il était allé se plaindre, on lui a fait comprendre qu'il valait mieux se taire, enfin, quoi qu'il en soit, Socrate, contrairement à d'autres qui étaient restés, il n'a pas été exécuté. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand la démocratie revient? Eh bien, un an plus tard, en 399, qu'est-ce qui se passe? Direct, ils prennent Socrate, ils lui font un procès, et pour une raison totalement bidon, à savoir corrompre la jeunesse et ne pas croire dans les dieux, ils le condamnent à mort. Je reprends, c'est la démocratie qui a mis à mort Socrate, ça n'est pas l'oligarchie, ça n'est pas la tyrannie des 30. Et je tire tout simplement la conclusion de ce fait qui est évident et que on peut vérifier sur Internet, dans les livres d'histoire ou auprès de son prof de latin et de grec si ça existe encore en France, eh bien, ça veut dire donc que Socrate a collaboré avec
l'ennemi d'Athènes de l'époque, à savoir Sparte ou des prospartiates qui étaient à Athènes. C'est aussi simple que ça. On a fait la même chose en France, et encore une fois, j'ai rien contre. On a fait la même chose en France euh, quand la démocratie est revenue avec la 4ème République, d'avoir le gouvernement provisoire. On a fait des listes, et on a dit qui a collaboré avec les Allemands. Il y avait par exemple des auteurs comme Brasillac, il y avait des auteurs comme Louis-Ferdinand Céline, etc. Qui sont ces gens? Eh bien, on va les mettre à mort. Robert Brasillac, par exemple, est mort comme ça, condamné, pour avoir collaboré avec les Allemands. C'est pas les Allemands qui l'ont mis à mort, il était tranquille. C'est au moment où la démocratie revient, la République revient, que on décide de mettre à mort Robert Brasillac. Quand la démocratie revient à Athènes, on met à mort Socrate. De ce parallélisme qu'un enfant de 8 ans pourrait établir, je dis, ben, quel genre d'écrivain a pu rester sous un régime qui mettait à mort systématiquement les gens, qui était un régime pas sympathique du tout, la tyrannie des 30, eh bien, ce genre de personne a dû collaborer, a dû faire des compromis avec les gens, et donc collaborer. Et donc, ça, c'est ma conclusion. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, pour moi, Socrate est un collabo. Alors, je ne suis pas en train de condamner le fait qu'il a collaboré. Je suis juste en train de dire, attention, encore une fois, Socrate n'est pas un Christ païen. Socrate est un mec comme vous et moi. Et c'est un type qui, peut-être par manque de courage, ou peut-être parce qu'il voulait protéger sa famille, s'est dit, ben, je reste à Athènes. Et je vais rien dire, je vais fermer ma gueule. Parce que le genre de mec qui dit, moi, je collabore pas, je m'en vais, et puis toute sa famille est ratissée, égorgée et écorchée vive, ce genre de résistant, il est gentil, mais il tue sa famille, et puis il sauve la République ou la démocratie. Je ne peux pas m'empêcher de voir une contradiction flagrante. Vous dites que vous vous basez sur l'histoire pour fonder votre raisonnement. Pourtant, vous dites dans votre livre, en contredisant les écrits de Platon, que Socrate est en amour avec Alcibiade. Ouais. Ouais, donc, ouais, que j'ai mal lu, oui. Alors, dans le banquet, c'est vrai, vous avez raison. Dans le banquet, Alcibiade est dit avoir essayé de draguer Socrate, et Socrate est présenté comme celui qui a dit non, celui qui a refusé, celui qui a réussi à, à- à bousculer la tentation et à ne pas y succomber. Euh, et là, j'applique la même méthode, c'est je me dis, qu'est-ce qui est vraisemblable? Bon, de la manière qu'un mec qui va à la guerre au 5e siècle, il bute avec un couteau, eh bien, là, c'est pareil, un mec au 5e siècle qui est exposé à la pratique de l'homosexualité comme étant quelque chose de culturel, c'est-à-dire que l'amour n'a pas lieu entre un homme et une femme, comme le christianisme va nous le laisser en héritage, mais l'amour en tant que sentiment amoureux a lieu entre les hommes. Et la femme, c'est le lieu de l'amitié. Donc, partant de ce constat, je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que Socrate, lui qui était petit et gros, et pas beau, a pu résister à un type qui était jeune, beau, riche, et qui en plus le courtisait? Réponse, non. Alors on pourrait dire, ben oui, mais c'est justement pour ça qu'on parle encore de cette histoire, parce que Socrate a réussi à résister à Alcibiade. Oui, mais la probabilité qu'il n'ait pas résisté à Alcibiade est très forte. Alors, vous me direz, donc ça contredit les textes, mais ça ne me dérange pas du tout, parce que je dirais, ben alors c'est la partie romancée de mon texte. De la même manière, à la fin, vous avez vous avez un dialogue qui est entièrement romancé, qui met en scène Critias, Xénophon et d'autres. Lorsque une expédition euh, reviendrait d'une campagne grecque, avec Alcibiade qui dirigerait cette... donc tout ça, bien évidemment, c'est des dialogues socratiques romancés. C'est à la manière de Platon, je me suis permis d'écrire un dialogue sur cet épisode-là. Donc, dans votre texte, vous transformez Socrate
en une sorte de libertin vulgaire et en philosophe voyou. Ouais. Oui, bah, c'est vrai que ça sert un petit peu ma philosophie. C'est-à-dire que ce type qui n'est ni bien ni mal, enfin, qui est collabo, mais qui en même temps est capable du mieux, est capable de sauver ses copains, euh, qui est homosexuel et qui est en même temps un bon père de famille, ça me permet à moi, donc cette figure-là, me permet de dire, ben, voilà ce que je veux dire avec la philosophie voyou. Et je le rappelle, la philosophie voyou, c'est pas une apologie du gangster ou c'est pas une apologie de la mafia, c'est tout simplement une philosophie qui est à notre portée, nous les êtres humains. Parce qu'il me semble que la plupart des philosophies sont hors de portée, à commencer par le catholicisme, l'islam et d'autres. Le, le premier, euh, le premier devoir des philosophies est de entièrement nous modifier. Donc, bon, tout le monde sait que nous sommes menteurs, malhonnêtes, pleins de désirs. Et il ne s'agit pas de foncer tête la première là-dedans, mais il s'agit de dire, plutôt que d'éradiquer le mal, genre, je l'accepte, et à ce moment-là, c'est l'unique manière de pouvoir faire le bien. Hein. Autrement dit, si je me prive du mal absolument, si je m'empêche de mentir, si je m'empêche d'être injuste, si je m'empêche, etc., je vais finir de manière tragique et destinale, je vais finir par être le contraire de ce que je veux être. Pour le dire de manière proverbiale, la philosophie voyou pourrait se résumer à le mieux est l'ennemi du bien. Autrement dit, on vise l'à peu près bien pour pouvoir obtenir le bien, plutôt que de viser le mieux, la perfection, et finalement obtenir la déception et avec lui le mal. Ou l'autre métaphore, c'est celle du vaccin. Un vaccin, ça fonctionne comme ça. Je m'inocule une partie du mal, parce que comme ça, je peux y résister. Je vois quand même un mérite à votre livre, Ah bah au moins, il y en a un. c'est que je trouve que vous réussissez à remettre Socrate à sa place. Ouais. Bon, d'ailleurs, peut-être aussi c'est comme ça que vous dites, tiens, on va faire un entretien de lui, parce qu'il y a au moins un mérite. Euh, ouais, bah merci de le reconnaître. Je sais pas exactement ce que vous voulez dire par remettre à sa place, mais c'était mon idée. C'est-à-dire qu'on a fait depuis l'historien de la philosophie Brun avec l'Europe philosophe et d'autres, on a fait de Socrate l'épicentre de la philosophie. Mon idée est de déplacer cette origine et de dire finalement Socrate n'est pas le début de la philosophie, la Grèce n'est pas le début de la philosophie, et arrêtons de transformer Socrate, une sorte de personnage conceptuel, une figure christique, l'incarnation de la perfection, la mise en chair du bien et de l'honnêteté, parce que ça n'est pas la réalité. Et donc, si j'avais une conclusion à vous proposer, ou du moins quelque chose à dire à vos auditeurs et à vos lecteurs de votre blog, c'est que si on avait évité de faire ce contresens sur la vie de Socrate, ça tombe très bien d'ailleurs parce que comme il n'a rien laissé comme écrit, enfin c'est ce qu'on dit, il n'a rien laissé comme écrit, donc du coup on ne peut pas savoir. Mais si on n'avait pas fait ce contresens sur Socrate, à mon sens, l'histoire de l'Europe aurait été différente. Et certainement peut-être le christianisme aurait été différent. On a fait de Socrate la figure du bien, de l'honnête, du juste, de la vertu, et du coup, on a légitimé le fait que nous, les êtres humains, on pouvait tuer d'autres êtres humains en fonction de leur distance par rapport à la vérité, au bien, au juste, etc. Donc, je suis tout simplement en train de dire que on ne tue pas des gens, même s'ils ont collaboré. On les met en prison. Ce que je veux dire par là, c'est que on a utilisé la violence pour appuyer cette lutte pour la vérité, le bien, le juste, l'honnête. Et donc, si on avait eu une vision plus sceptique, si on avait une vision plus relativiste, plus perspectiviste sur les choses, autrement dit, le bien de l'un, c'est peut-être le mal de l'autre, ma conception de la justice, elle dépend de ma culture, elle ne dépend pas de ma nature, donc ça n'est pas parce que moi je suis né
en France ou ailleurs, que ma vision prévaut, ma vision de la justice prévaut. Euh, et donc, c'est véritablement pour moi la leçon de Socrate. Socrate est comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui veut faire le bien à notre mesure, hein, avec les moyens du bord, c'est-à-dire l'humanité, et non l'inhumanité. Et donc, on a créé une histoire réelle et puis une histoire des idées, une histoire de la culture, qui se fonde là-dessus. Et pour moi, les totalitarismes au XXe siècle sont les héritiers de la pensée idéaliste, rationaliste de Platon et du Socrate qui nous est présenté dans les dialogues de Platon. Au nom de ça, si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'après tout, l'idée de foutre les intellectuels à la campagne, elle est bien. Par exemple, l'idée de Pol Pot, je pense à Alain Badiou parce que j'arrive jamais à m'empêcher de penser à lui. Mais les Khmers rouges, qui ont l'idée de mettre les intellectuels, les médecins, tout ça, à la campagne, ils ont raison, parce qu'autrement les autres, ils perdent le contact avec la réalité. Et quel est le problème quand le Toubib il dit non, ben, je veux pas aller à la campagne, moi je reste chez moi. Eh ben on le fout dans un camp de concentration. C'est ça dont Alain Badiou faisait l'apologie. Donc c'est tout simplement cette idée-là, c'est-à-dire on ne tue pas des gens au nom des idées. On fait d'abord passer l'humanité avant l'idée et pas le contraire, pas l'idée avant l'humain. Si l'humain n'a pas les mêmes idées ou n'a pas la bonne idée ou n'a pas la vérité, eh bien c'est pas grave, ça n'est pas une raison pour le mettre à mort. Donc mon livre est un éloge du scepticisme, du perspectivisme, du relativisme et aussi, bizarrement, hein, euh, je vais trouver le mot, une opposition très forte à la violence. C'est pour ça que je fais de la philosophie, et c'est le philosophe qui lutte contre le voyou qui est en moi chaque jour pour m'empêcher d'être violent et d'utiliser la force sans réfléchir. Ce petit livre, c'est un mélange de romans historiques. Vous allez vous amuser en le lisant. Vous avez des dialogues inédits de Socrate pour tous les élèves de terminale qui ont adoré les dialogues de Platon. Vous allez vous éclater. Et puis vous avez la présentation d'une autre version de l'histoire, une démystification du personnage de Socrate. Par exemple, dans le Criton, on apprend que Socrate n'était pas celui qu'il était.